Cette deuxième vidéo est relative à la diagonalisation. Elle est destinée aux étudiants de deuxième année prépa. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 3 de la série numéro 7 dans sa partie 2. Voilà l'énoncé de notre exercice. Donc, soit A, la matrice suivante, 1 égale à 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1. Donc, la particularité de cet exercice, c'est qu'on nous demande un peu d'exécuter les étapes de diagonalisation d'une matrice carrée. Donc, pour la première question, il nous est demandé de déterminer les valeurs propres de la matrice, qui est la première étape de la diagonalisation. Pour la seconde question, il nous est demandé est-ce que A est diagonalisable, et cela sans calcul. Pour la troisième question, il nous est demandé de déterminer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres que nous avons déjà trouvées. Dans la quatrième question, il nous est demandé de donner une base de R3 formée de vecteurs propres que nous avons pu trouver dans la troisième question. Pour la cinquième question, il nous est demandé d'écrire la matrice de F. F, c'est quoi? C'est l'application linéaire à laquelle est associée la matrice A par rapport à la base canonique. Donc, la dernière question, par contre, représente un champ d'application de la diagonalisation des matrices réelles. Avant d'entamer la résolution de notre exercice, nous allons rappeler les étapes de diagonalisation d'une matrice carrée A. Dans la dernière vidéo, on s'est étalé sur la condition suffisante de diagonalisation et la condition nécessaire et suffisante de diagonalisation, mais on n'a pas trop parlé de la procédure de diagonalisation, c'est-à-dire des étapes de diagonalisation. Pour cela, on a jugé intéressant de parler des étapes de diagonalisation dans cette vidéo. La première étape dans la diagonalisation d'une matrice est de trouver les valeurs propres de cette matrice qui sont notées lambda i. Donc, ces valeurs propres, on peut les trouver en utilisant le polynôme caractéristique de cette matrice. C'est-à-dire que ces valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique de la matrice A, qui n'est rien d'autre que P d'A de X, qui est égal au déterminant de la matrice A, moins X fois IN. La deuxième étape est de déterminer les bases des sous-espaces propres E lambda I. Donc, à chaque valeur propre qu'on a trouvée, dite lambda I, on associe un sous-espace vectoriel qui est dit espace propre E lambda I. Donc, après avoir cherché le sous-espace propre E lambda I, bien sûr, on va déterminer sa base. La base de E lambda I est constituée de vecteurs. Ces vecteurs-là sont dits vecteurs propres de la matrice A. Par la suite, la troisième étape est de construire la matrice inversible P à partir des vecteurs propres. Donc, cette matrice qui est dite P, en faisant référence à la matrice de passage, est composée en colonne des vecteurs propres de la matrice A. Et cela, bien sûr, dans le même ordre des valeurs propres. La dernière étape est de construire notre matrice diagonale D, qui est semblable à la matrice A. Pourquoi on dit qu'elle est semblable? Parce qu'elle vérifie D est égal à P-1 à P. Ce qui implique aussi que A est égal à P, D, P-1. Donc, A et D sont des matrices semblables. On a aussi que D et A ont le même déterminant, ont le même polynôme caractéristique. Aussi, elles ont les mêmes valeurs propres. Plus encore, elles sont associées au même endomorphisme F. Sauf que A, c'est la matrice associée à F par rapport aux bases canoniques. Et D est la matrice associée à F par rapport à la base qui est constituée de l'union des bases des sous-espaces propres. Nous allons commencer à résoudre notre exercice. Donc, pour la première question, il est demandé de chercher les valeurs propres de la matrice A. Et pour cela, il est clair que nous devons passer par le polynôme caractéristique de A. PA de X qui est égal à 1 moins X, 0, 2, 0, 2 moins X, 0, 2, 0, 1 moins X.
Donc nous allons développer par rapport à la deuxième ligne ou bien la deuxième colonne, car cette ligne et cette colonne comportent 2 zéros. Donc nous allons avoir 2 moins x fois 1 moins x au carré moins 4. 1 moins x au carré moins 4, c'est une identité remarquable que nous allons développer, car le 4 c'est 2 au carré. Donc on va obtenir 2 moins x fois 1 moins x moins 2 fois 1 moins x plus 2. Après simplification, on va avoir le résultat final pour le polynôme caractéristique de x. On aura PA de x est égal à moins x moins 2, x plus 1 et x moins 3. Donc, les valeurs propres de A, qui sont les racines de ce polynôme caractéristique, sont rien d'autre que lambda 1 est égal à 2, lambda 2 qui est égal à moins 1 et lambda 3 qui est égal à 3. Passons maintenant à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande est-ce que A est diagonalisable, et cela sans calcul. On a calculé dans la première question de l'exercice les valeurs propres de la matrice A. Et on a trouvé 3 valeurs distinctes. D'après la condition suffisante de la diagonalisation, alors A est diagonalisable. Seulement, pour répondre à cette question, nous n'allons pas utiliser cette condition suffisante, car on nous demande de répondre à cette question sans calcul. On constate, d'après l'énoncé de l'exercice, que notre matrice A est une matrice symétrique, c'est-à-dire que A est égal à A transposé. D'un autre côté, on a la propriété qui dit que toute matrice symétrique est diagonalisable. Ainsi, A symétrique implique A diagonalisable. À partir de là, on peut dire qu'on peut déduire que A est diagonalisable sans calcul. Autrement dit, qu'on pouvait répondre à cette question avant même de répondre à la première question qui constitue le calcul des valeurs propres de A. Passons maintenant à la troisième question, qui est la deuxième étape de diagonalisation. Donc, dans cette question, il s'agit de déterminer les sous-espaces propres. On a déjà vu qu'à chaque valeur propre lambda correspond à un espace propre lambda. Ici, pour cet exercice, on a trouvé 3 valeurs propres distinctes, donc nous allons chercher 3 espaces propres différents. Donc, le premier espace propre, noté E2, c'est l'espace propre associé à la valeur propre lambda 1 qui est égal à 2. Donc, l'espace propre E2 est le sous-espace vectoriel de R3 qui comporte les vecteurs U qui vérifient AU est égal à 2U. C'est-à-dire que la condition d'appartenance à E2 et AU est égal à 2U. On va prendre la condition AU est égal à 2U. Après développement, nous allons obtenir le système d'équations linéaires suivant. Le système d'équations obtenu est le suivant. X plus 2z est égal à 2x. 2y est égal à 2y. 2x plus z est égal à 2z. Donc, il est clair que nous allons enlever la deuxième équation qui n'a pas de valeur, car elle est vérifiée pour toutes les valeurs réelles. Donc, il nous reste 2 équations. Donc, ici, on a un système homogène, car si on va rendre toutes les variables du côté gauche, on aura le second monde qui sera égal à 0. Donc, par conséquent, on aura notre premier système va impliquer le deuxième système qui est égal à moins x plus 2z est égal à 0 et 2x moins z est égal à 0. Ce qui implique que x est égal à 2z. En remplaçant dans la deuxième équation, on va obtenir que z est égal à 0. Et par conséquent, x est aussi égal à 0. Par contre, on n'a aucune contrainte par rapport à y qui va varier dans R. Ici, on a résolu le système directement sans utiliser les méthodes qu'on a déjà vues pour la résolution des systèmes homogènes, car le système, il est relativement facile. On va obtenir ainsi que E2, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z appartenant à R3, tel que x est égal à z est égal à 0, qui est aussi égal à l'ensemble des vecteurs 0, y, 0, tel que y égale à R, et ceci, ce n'est rien d'autre que l'espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1, 0.
il est clair que le vecteur 0, 1, 0 est un vecteur propre de la matrice A. On est toujours dans la troisième question, mais maintenant on va chercher le deuxième sous-espace propre, qui est relatif à la valeur propre lambda 2 est égal à moins 1. Le sous-espace propre que nous allons rechercher est noté E moins 1 par rapport à la valeur propre. Cet espace propre est égal à l'ensemble des vecteurs de R3 qui vérifie la condition A de U est égal à moins 1 de U, c'est-à-dire A de U est égal à moins U. Il est clair que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, on va prendre la condition A de U est égal à moins U qui va nous donner le système d'équations linéaires suivant. Donc, X plus 2Z est égal à moins X. 2Y est égal à moins Y. 2X plus Z est égal à moins Z. Ce qui implique que 2X est égal à moins 2Z. 3Y est égal à 0. Et la dernière équation nous donne toujours 2X est égal à moins 2Z. Ce qui implique que X est égal à moins Z et Y égal à 0. On revient à notre sous-espace propre. On aura E de moins 1 est égal à l'ensemble des vecteurs de R3 qui vérifient que X est égal à moins Z et Y égal à 0. C'est-à-dire que E de moins 1 est égal à U tel que U est égal à X, 0 moins X tel que X appartenant à R. Et cela, ce n'est rien d'autre que le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, moins 1. Lorsqu'on fait sortir le X en facteur, on aura X fois 1, 0, moins 1 tel que X appartenant à R. Et cela, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, moins 1. Le vecteur 1, 0, moins 1 ici est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2. De la même façon, nous allons maintenant chercher le dernier sous-espace propre noté E3 qui est associé à la valeur propre lambda 3 est égal à 3. E3 de la même façon toujours, E3 est égal à l'ensemble des vecteurs U est égal à X, Y, Z appartenant à R3 tel que A fois U est égal à 3U. A fois U est égal à 3U implique que X plus 2Z est égal à 3X, 2Y est égal à 3Y et 2X plus Z est égal à 3Z. Ce qui implique que le 2X est égal à 2Z, le Y est égal à 0 et toujours 2X est égal à 2Z. Par conséquent, X est égal à Z et Y est égal à 0. On remplace dans notre sous-espace propre, on aura que E3 est égal à l'ensemble des vecteurs X, Y, Z qui vérifient X égale à Z et Y égale à 0. On remplace dans le vecteur, on va trouver que E3 est égal à l'ensemble des vecteurs X, 0, X, tel que X appartenant à R. Et ceci représente l'espace propre engendré par le vecteur 1, 0, 1. Toujours ici, on a que 1, 0, 1, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3 est égal à 3. Passons maintenant à la quatrième question. Dans cette question, il s'agit de déterminer une base de R3 formée des vecteurs propres déjà trouvés. Donc, on a trouvé trois sous-espaces propres. E2 relatif à la valeur propre 2, E-1 relatif à moins 1 et E3 relatif à la valeur propre 3. Donc, le premier sous-espace propre E2 nous a permis de déduire que le vecteur 0, 1, 0 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1 égale à 2. Le deuxième espace propre qui est E-1 nous a permis de déduire que le vecteur 1, 0, moins 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2 est égal à moins 1. Le troisième et le dernier espace propre E3 nous a permis de déduire que le vecteur 1, 0, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3 est égal à 3. On a déjà vu que lorsqu'on a trois valeurs propres distinctes, et c'est le cas ici, alors les vecteurs propres associés constituent une famille libre de vecteurs. Et par conséquent, la famille B,
qui comporte les trois vecteurs propres est une famille libre. D'un autre côté, on a B est libre et d'un autre côté, on a que son cardinal est égal à la dimension de R3 et c'est égal à 3. Par conséquent, B est une base de R3 et B est formée des vecteurs propres. Et c'est ce qu'il fallait trouver. Passons maintenant à la question numéro 5 de l'exercice. Pour cette question, on nous demande de trouver la matrice de F dans cette base. F, c'est quoi? C'est l'endomorphisme auquel est associée la matrice A par rapport à la base canonique. Et ici, on nous demande de trouver une autre matrice qui est associée à F, mais cette fois-ci par rapport à la nouvelle base qu'on a trouvée. Quand je dis la nouvelle base, c'est la base composée des vecteurs propres. Donc, c'est quoi cette matrice? Tout simplement, cette matrice est la matrice diagonale D, qui est semblable à A. On a déjà dit dans le rappel que D est semblable à A. D est une matrice diagonale, donc composée de 0 à part les éléments diagonaux. Et les éléments diagonaux ne sont rien d'autre que les valeurs propres que nous avons déjà trouvées. C'est-à-dire, la première valeur propre c'était 2, après moins 1, après 3. J'ai dit que D était semblable à A parce que D vérifie P-1A fois P. Mais comment on peut déterminer P? P, c'est la matrice dans laquelle les vecteurs sont dans laquelle les colonnes plutôt sont les vecteurs propres qu'on a déjà trouvés. Mais il faut mettre les vecteurs dans le même ordre des valeurs propres dans T. C'est-à-dire, on a le premier élément diagonal est 2, donc le premier vecteur propre c'est 0, 1, 2, qui est le vecteur propre associé à 2. Le deuxième élément diagonal est moins 1, donc le deuxième vecteur propre dans la matrice P est le vecteur 1, 0, moins 1, qui est le vecteur propre associé à moins 1, ainsi de suite pour la valeur 3. Avant de passer à la dernière question de l'exercice, je tiens à préciser que la question précédente dans laquelle nous avons défini la matrice D représentait la dernière étape de la diagonalisation de la matrice A. Par contre, cette question, la sixième question dans laquelle on nous demande de calculer une puissance de A, représente un champ d'application de la diagonalisation. Donc, vous avez déjà vu en cours que si A est égal à P d P-1, cela implique que quel que soit n appartenant à n, AN, c'est-à-dire la puissance de A est égale à P, d à la puissance n P-1. De plus, puisque D est une matrice diagonale, il est clair que D à la puissance n, ce n'est rien d'autre que la puissance n de ces éléments diagonaux. Ainsi, il est facile de trouver A de n parce que P, c'est une matrice qui est connue, Dn, c'est une matrice qu'on connaît aussi, et il reste juste à calculer P-1 qui est la matrice inverse de la matrice P. On a déjà vu que la matrice P était inversible, alors pour l'inverser, nous avons commencé par le calcul de son déterminant. Déterminant de P, on a trouvé que c'est égal à moins 1. Par la suite, on a défini sa comatrice P tilde qui est égale à 0, moins 1, moins 2, 0, 0, 0, 1, moins 1. On sait que P-1 c'est 1 sur le déterminant de P fois P tilde transposé. Ainsi, P-1 c'est égal à moins 1 demi fois 0, moins 2, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, moins 1. Pour faciliter le calcul par la suite, on a fait entrer le moins à l'intérieur de la matrice et on a laissé le 1 demi à l'extérieur. Et on a obtenu que P-1 est égal à 1 demi, 0, 2, 0, 1, 0, moins 1, 1, 0, 1. Puisqu'on a déjà montré que AN est égal à P fois DN fois P-1, alors pour trouver la forme générale de AN, il suffit de faire un produit matriciel de ces trois matrices. Après le produit matriciel des trois matrices P, D à la puissance n et P-1, nous avons obtenu la forme générale suivante de AN, et ce, pour quel que soit n appartenant à n. Donc AN c'est égal à n demi, moins 1 à la puissance n plus 3n, 0,
moins 1 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n pour la première ligne, 0, 2 à la puissance n plus 1, 0 pour la deuxième ligne, et moins 1 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n, 0, moins 1 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n. Cette forme générale est également valable lorsque n est égal à 0. On peut facilement vérifier que a à la puissance 0 c'est égal à i3.